l'invité de la matinale. KTO Radio. On commémorait hier 24 février le 3e anniversaire de l'invasion russe en Ukraine après celle en Crimée en 2014. Les discussions internationales évoquant la paix en Ukraine se multiplient à la faveur d'un rapprochement entre le président Trump et Vladimir Poutine. Alors quelles conséquences cela peut-il avoir ? Qu'en disent les églises gréco-catholiques et orthodoxes d'Ukraine ? Antoine Arjakovski, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, co-directeur du pôle politique et religion au Collège des Bernardins et directeur émérite de l'Institut d'études œcuméniques à Lviv. Alors, première question, on parle de paix en Ukraine ces derniers jours, mais le conflit, lui, continue et semble même s'enliser. Quel est l'état de la situation sur le front Est ? Oui, alors d'abord, effectivement, il faut dire qu'on n'en est pas du tout à la paix et on n'en est même pas à un cessez-le-feu. Là, il y a une offensive de la propagande russe qui passe par-dessus la tête des Européens et des Ukrainiens et qui bénéficie du fait que Donald Trump soit, comme on l'a dit récemment, un agent d'influence de la Russie depuis des années pour essayer de laisser imaginer qu'un cessez-le-feu soit possible alors qu'on en est loin. Donc ça, c'est quand même le premier point à rappeler parce que si on dit que cette guerre, elle n'a commencé que en février 2022, pardon, on comprend pas que en réalité, elle a effectivement commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass. Donc ça veut dire, pour nous, il y a eu une extension à toute l'Ukraine de la guerre en 2022. Pour les Ukrainiens, la guerre, elle a commencé depuis 2014 et ils savent qu'il faut se méfier absolument de Vladimir Poutine et comme l'a dit Zelensky dimanche, il y a zéro confiance dans la moindre parole de Vladimir Poutine. Donc la réalité, effectivement, comme vous le dites, c'est que la guerre continue. C'est une guerre à haute intensité. Elle a lieu sur 1000 kilomètres de front, ce qui est gigantesque, et elle fait chaque jour des centaines de morts et du côté ukrainien et du côté russe encore plus. On considère 4 fois plus de morts et de blessés du côté russe. Mais bon, on constate aussi que les Russes, finalement, ils ont pris 20% du territoire ukrainien, Crimée et Donbass compris, alors qu'ils étaient censés être la deuxième armée du monde, 4 fois plus nombreux, 20 fois plus puissants. Et la réalité, après 3 ans de guerre à haute intensité, c'est que finalement, les Russes ne sont pas parvenus à leur but de guerre, qui était de prendre Kiev, qui était, comme ils le disaient avec leurs mots, de démilitariser, dénazifier, etc. C'est, avec le recul, un véritable échec de l'offensive militaire russe. On n'a jamais autant parlé néanmoins de paix jusqu'à maintenant, en tout cas en Europe occidentale. Pour vous, c'est pas une bonne nouvelle, il faut pacifier ? Pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'il faut bien entendu la paix. Moi, je m'occupe de ces questions depuis bien des années et d'ailleurs, on va encore organiser le 12 mars au Bernardin une soirée sur ces questions. Mais il faut savoir en parler de façon réaliste, effective. C'est pas parce que Vladimir Poutine, qui est épuisé par la guerre, dont l'économie est à 2 doigts du collapse, souhaite faire une pause dans cette guerre. Lui, Vladimir Poutine, il veut toute l'Ukraine. Il l'a dit. À aucun moment il a dit qu'il changeait ses buts de guerre. Et ses buts de guerre, c'est de prendre toute l'Ukraine, Kiev compris. Donc voilà, il faut un minimum de mémoire historique, de souvenir de ce qui s'est passé lors des négociations de Minsk, à savoir que Vladimir Poutine voulait organiser des élections déjà dans un territoire qui était occupé par ses propres forces. Là, c'est la même chose. Il veut organiser des élections alors que l'Ukraine est en pleine guerre et même pas dans les territoires qui
qu'il occupe lui-même. Et donc, c'est la raison pour laquelle Zelensky a répliqué dimanche dernier lors d'une conférence de presse que lui, il est parfaitement légitime puisqu'il a été élu à plus de 74% des votes en 2019 et qu'il est tout à fait légitime de ne pas faire d'élection en temps de guerre. C'est la constitution ukrainienne qui le dit. Et il faut, au contraire, se battre et exiger. La façon la plus simple pour mettre fin à cette guerre, c'est que les Russes prennent leurs clics et leurs claques, comme on dit, c'est-à-dire retirent leurs troupes, leurs tanks, et là, la guerre s'arrête immédiatement. Et c'est ça, je pense, que la diplomatie française doit dire auprès des Américains. C'est pas parce que Donald Trump rencontre Vladimir Poutine que ça va mettre fin à la guerre. C'est pas vrai. D'ailleurs, Emmanuel Macron, le président français, était à Washington hier. Le Premier ministre britannique est attendu à la Maison-Blanche cette semaine. Quel poids peuvent avoir les Européens et dans quel but ? Les Européens, leur poids, c'est de ramener les Américains et tout le monde, mais à commencer par les Américains, à la réalité. Les Américains, comme l'a dit Zelensky, vivent dans une bulle informationnelle qui est fausse, puisque Donald Trump a dit que Zelensky n'avait que 4% de soutien en Ukraine, alors que le dernier sondage montre qu'il a plus de 60% de soutien de la part des Ukrainiens. Donc, il faut ramener les Américains à la réalité, en disant qu'un deal est possible, qui est gagnant-gagnant. C'est comme ça que Donald Trump comprend les relations internationales. Et l'une des choses qui devrait être dites, en plus des considérations militaires qui sont bien entendu sous secret défense, c'est les considérations économiques. Si les Américains, par exemple, exportaient plus de gaz naturel vers l'Europe, vers la France, ça permettrait à la France de cesser d'importer du gaz naturel de Yamal et donc de se libérer de cette dépendance russe et donc de cesser de financer la guerre que fait la Russie contre l'Ukraine. C'est quand même incroyable qu'en 2024, les importations de GNL russes aient augmenté de 18% par la France, alors que la Russie est devenue notre ennemi. Il faut le dire de façon claire, et le président Macron l'a dit à plusieurs reprises, c'est pas uniquement l'Ukraine qui est attaquée, c'est toute l'Europe. Et la guerre, elle n'est pas uniquement avec des chars, elle est aussi informationnelle, elle se passe aussi dans les eaux de la Baltique, elle se passe aussi dans les assassinats d'opposants, dans les guerres de migrants, etc. Donc la Russie fait la guerre à l'Europe, et donc l'Europe doit au plus vite se libérer de cette dépendance économique. Voilà un des deals possibles que les Britanniques et les Français peuvent proposer aux Américains, à condition que les Américains réagissent et se libèrent eux-mêmes des dossiers compromettants, manifestement, que les Russes ont sur l'administration de Donald Trump. Quelles sont les réactions de l'Église gréco-catholique et du patriarcat de Kiev sur la question de ce rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine ? Alors, ces deux églises, elles sont en faveur de l'Ukraine, de l'unité nationale, de la résistance par rapport à la Russie, et elles soutiennent toutes les deux le président Zelensky dans cette idée qu'on ne peut pas faire confiance à la Russie. Et donc, elles sont extrêmement inquiètes de voir le retournement qui s'est produit la semaine dernière à Munich, d'Américains qui, en gros, ont adopté une position de faiblesse vis-à-vis de la Russie. C'est pas du tout la paix par la force, comme le proposaient Zelensky et les Européens. C'est la paix en lâchant tout, comme avait essayé de le faire déjà Donald Trump lors de son premier mandat, et ce qui n'avait absolument pas abouti ni vis-à-vis de l'Afghanistan, ni vis-à-vis de la Corée du Nord, etc. Donc ça, les églises sont d'accord, et je dirais l'ensemble des églises et des religions en Ukraine sont d'accord pour soutenir la position nationale de l'État ukrainien, de Zelensky. Il y a une grande cohésion de la population. La seule église qui est ambiguë, c'est l'église orthodoxe ukrainienne qui relève du patriarcat de Moscou, mais qui, dit-on, d'après les sondages, ne représente que 3 à 4 millions de fidèles et des fidèles assez âgés et pas très influents. Donc voilà, ce qu'il faut observer vu de France,
c'est comment on peut les aider surtout, parce que Mmh. c'est des églises qui font un travail remarquable en termes de solidarité, mais qui voilà ont besoin de soutien. Et on a invité en France le chef de l'église gréco-catholique ukrainienne qui s'appelle Monseigneur Sviatoslav Shevchuk en octobre-novembre dernier, et c'est très bien, ça l'a boosté. Mais on n'a pas encore invité le chef de l'Église orthodoxe d'Ukraine, Monseigneur Epiphanie. Et je pense, je dis ça aux auditeurs de KTO, que ce serait vraiment un geste formidable de solidarité à l'égard de cette Église orthodoxe, qui est la deuxième Église orthodoxe du monde, de l'inviter en France, de montrer notre solidarité et d'investir sur l'avenir, parce qu'une Église orthodoxe comme l'Église orthodoxe d'Ukraine est une Église qui cherche l'écuménisme, à la différence du patriarcat de Moscou, et qui cherche l'unité nationale, ce qui défend nos intérêts aussi à nous en France, et qui permettrait à long terme d'établir des liens de paix et Mmh. de reconstruction morale de l'Ukraine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait et qui, à mon avis, devrait être sur l'agenda des responsables ecclésiaux en France et en Europe dans les semaines et les mois à venir. Et quel rôle ces églises peuvent-elles continuer à jouer dans la recherche de la vérité, de la paix et de la justice en Ukraine? Ben, les églises, c'est la structure qui a le plus le taux de confiance en Ukraine après l'armée et après un certain nombre d'ONG humanitaires. Donc ça veut dire elles ont un véritable capital de confiance. C'est grâce aux églises que non seulement il y a un travail de solidarité qui se fait, pas par exemple pour les réfugiés, mais aussi pour de soutien psychologique aux femmes qui sont restées seules, loin de leur mari au front, ou au contraire des hommes qui sont restés seuls alors que leurs femmes sont en France ou en Allemagne ou en Italie. Donc elles ont un rôle social, psychologique, moral pour toute la nation ukrainienne. Sans les églises, je dirais que l'Ukraine serait déjà à genoux. Et donc c'est l'intérêt des églises en Europe de les soutenir. C'est la raison pour laquelle le pape François a finalement fait des quêtes de soutien pour la Caritas ukrainienne, pour soutenir l'effort de résistance ukrainien. Ça, ce travail de solidarité, c'est ce qui est le plus important, parce que, encore une fois, les Ukrainiens se défendent face à l'agresseur russe, mais défendent toute l'Europe. Le bouclier ukrainien, c'est 800 000 soldats. En France, on est à 200 000 soldats, et encore, on n'est pas capable de les mobiliser de façon intensive avec l'armement et tout ce qu'il faut. Donc, réellement, ce qui soutient l'armée ukrainienne, c'est les aumôniers militaires, tant orthodoxes que catholiques, que protestants, que juifs, que musulmans. Ils sont tous derrière leur armée, parce qu'ils savent que dans les territoires occupés, eh bien, il y a des viols, il y a des tortures, il y a des assassinats. C'est absolument abominable ce qui se passe dans les territoires occupés. Et c'est les églises qui donnent suffisamment de ressources morales, spirituelles et psychologiques aux Ukrainiens de résister. Et donc, notre rôle à nous est d'abord de prier, et puis aussi de soutenir en termes de solidarité euh, l'Ukraine. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'initiatives en France, comme par exemple le 4 mars à Créteil, il va y avoir une soirée dédiée aux églises et leur soutien à l'Ukraine. Il va y avoir un certain nombre de Mmh. manifestations en France, et je pense que c'est très important. C'est un écuménisme en marche, un écuménisme pratique qui est important et utile à l'Ukraine et à toute l'Europe. Je rementionne l'événement qui est organisé le 12 mars, mercredi 12 mars prochain, au Collège des Bernardins, une conférence La paix en Ukraine, à quelles conditions? Conférence à laquelle vous participez notamment. Merci beaucoup Antoine Arjakovski d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Il faut s'inscrire sur le site du collège. C'est entrée libre. Merci beaucoup. Merci pour ces renseignements. Bonne journée.